misère. On prend notre part, mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Et je pense que c'est très important aussi de faire de la pédagogie. Quand des gens demandent des papiers, on a aujourd'hui... On ne peut pas héberger toute la misère du monde. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Dans l'accueil de cette misère et de ces problèmes-là. Mais nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Tout en prenant notre part, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris d'où. Je peux le Vous venez de nous dire que Sarkozy et Merkel en 3h30 avaient trouvé 1700 milliards. 1700, oui. Si on a pu trouver 1700 milliards pour les banques, on pourrait trouver les milliards pour la dette du tiers-monde, pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors pourquoi ne veut-on pas libérer l'Afrique et le tiers-monde? Le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960. Mais les sociétés minières internationales font des profits astronomiques. C'est des sociétés canadiennes, américaines, françaises, belges aussi. Quoi, c'est toujours les mêmes, c'est Exxon, Total... Oui, c'est toujours les mêmes. C'est les sociétés minières de Colbésine, ailleurs. Il est évident que ces sociétés-là n'ont aucun intérêt qu'une démocratie congolaise naisse, ou même qu'un État national, même s'il n'était pas démocratique, forte, enfin solide, naisse capable de négocier. Vous comprenez? Monsieur André Chassaigne. Monsieur le Président, mes chers collègues, messieurs les ministres, c'est avec émotion que je m'associe au nom de mon groupe à l'hommage unanime rendu aux soldats morts en Centrafrique. À peine un an après l'engagement de la France au Mali, notre pays se lance dans une nouvelle opération sur le continent africain. Après l'opération Serval qui devait s'achever en juillet dernier, le président de la République vient de déclencher l'opération Sangaris qui se traduit par le déploiement de 1600 soldats français. Il s'agit de la 50e intervention française en Afrique subsaharienne depuis les indépendances d'il y a 50 ans. Cette intervention en Centrafrique s'inscrit dans une longue lignée d'opérations menées par les troupes françaises dans cette colonie, indépendante officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et au conflit. Autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux maux qui gangrènent la Centrafrique. La Centrafrique, si elle n'est pas dénuée de ressources naturelles, est classée parmi les États les plus pauvres de la planète, occupant la 160e place sur 177 selon le classement de l'indicateur de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. La France y est le premier investisseur. Il est impossible dès lors
de prendre part à ce débat sur l'engagement des troupes françaises en Centrafrique sans ouvrir le dossier de la France-Afrique. Tous les 10 ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État, derrière lequel la France n'est jamais très loin. Le peuple centrafricain a ainsi vu défiler des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables. Les uns après les autres, les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour protéger des bases militaires françaises dans ce pays considéré comme un porte-avions au centre de l'Afrique, utilisé lors de nombreuses interventions militaires dans la région. La France n'est pas étrangère à la situation chaotique que connaît ce pays. Elle porte une responsabilité historique dans la tragédie centrafricaine. Elle n'est donc pas la plus qualifiée pour intervenir. C'est un paramètre que nous ne pouvons pas ignorer, même si, je le dis clairement, il n'est pas question de tergiverser pour la protection des populations civiles, premières victimes des violences sanglantes qui déchirent ce pays. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a déclaré, face à la communauté française de Bangui le 13 octobre dernier, je cite, « Sachez que l'amitié traditionnelle qu'a portée la France à la Centrafrique, nous voulons la manifester de nouveau pour aujourd'hui et pour demain. » Pourtant, notre histoire commune est marquée par de sombres affaires. Nous gardons en mémoire le pitoyable sacre de l'ancien sous-officier de l'armée française devenu l'empereur Bokassa Ier en présence de la diplomatie française. Malgré ce soutien, le président Valéry Giscard d'Estaing a décidé de débarquer son ancien ami devenu trop encombrant, incontrôlable, qui menaçait nos intérêts pour installer au pouvoir le président David Dacko pour ensuite favoriser la dictature du général Kolimba. Il sera remplacé par le dictateur Ange Félix Patassé qui sera quant à lui chassé du pouvoir en mars 2003 par le général Bozizé, un jeu de chaises musicales orchestré par l'ancienne puissance coloniale. Et dont les prochaines cibles sont déjà connues. Dans quelques mois, je prends le pari que nos regards se tourneront vers l'Algérie et finalement vers l'Iran. Faire la guerre pour libérer des peuples d'un agresseur extérieur, c'est noble. Mais faire la guerre pour défendre les intérêts des États-Unis, faire la guerre pour défendre les intérêts de grosses sociétés comme Areva, faire la guerre pour mettre la main sur des mines d'or, ça n'a rien de noble. Et cela fait de nos pays des pays agresseurs et voyous. Personne n'ose parler, mais qu'à cela ne tienne, je ne me tairai pas, et tant pis si ma lutte doit me faire passer pour un ennemi de ce système qui bafoue les droits de l'homme au nom des intérêts financiers, géostratégiques et néocolonialistes. Bafouer ce régime et le dénoncer, c'est un devoir et une fierté pour moi. Et sincèrement, et je m'excuse pour le vocabulaire populaire utilisé, j'emmerde tous les soi-disant bien-pensants, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, qui sont aujourd'hui au basque de nos pouvoirs corrompus et qui se plairont à me tourner en ridicule. J'emmerde nos dirigeants qui jouent avec leurs bombes comme des gamins dans une cour de récréation. J'emmerde ceux qui prétendent être des démocrates alors qu'ils ne sont que des criminels de bas étage. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'opposer clairement à cette résolution qui envoie notre pays soutenir la France dans son opération néocolonialiste. Depuis le début de l'opération française, le mensonge est organisé. On nous dit que la France ne fait que répondre à l'appel au secours d'un président malien. On en oublierait presque que ce président n'a aucune légitimité et qu'il a été mis en place pour assurer la transition suite au coup d'État de mars 2012. Qui a soutenu ce coup d'État? Qui en est à la base? Pour qui travaille ce président de transition? Voilà le premier mensonge. Le président français François Hollande ose prétendre mener cette guerre pour lutter contre les djihadistes qui menacent, rendez-vous compte, le territoire français et européen. Mais quel vilain mensonge! En reprenant cet argument officiel, tout en profitant pour effrayer la population, en augmentant le niveau de la menace terroriste, en mettant en œuvre le plan Vigipirate, nos dirigeants et les médias font preuve d'un culot inimaginable.
Juste à un moment donné, où quand on commence à prendre une carte du monde, vous avez raison de remettre la chose en perspective internationale, on voit bien qu'on n'intervient pas pour les droits de l'homme, mais qu'on intervient pour piller les pays. On intervient parce qu'on veut conserver des ports, on intervient parce qu'on veut avoir des débouchés, on intervient parce qu'on veut gérer le sous-sol de tel ou tel pays. Alors évidemment, on ne va pas dire, tiens, on s'en va au Mali parce qu'on a envie de piller leur sous-sol. Évidemment, on ne dit pas ça. On dit, oh là là, il y a un grand risque de terrorisme, les Maliens vont venir poser des bombes dans le métro de Paris. Vous êtes un très mauvais exemple, Michel. Aucun risque. Vous êtes un très mauvais exemple puisque le... Bonjour à tous. Bon, c'est une compilation qui est un peu longue, hein, mais bon, c'est pour vous parler de la France africaine. Monsieur Emmanuel Macron, comme vous venez de l'entendre tout au début de l'enregistrement, vient de prononcer cette fameuse phrase qui jadis avait été formulée par l'ancien Premier ministre Michel Rocard, à savoir que la France ne pouvait pas recevoir toute la misère du monde. Si la France ne peut pas recevoir toute la misère du monde, alors pourquoi donc s'est-elle lancée dans une politique de pillage systématique des richesses de l'Afrique? Les peuples africains qui s'étaient émancipés de l'emprise coloniale de la France se retrouvent aujourd'hui confrontés à un nouveau type de colonialisme qui est de nature économique. Pour sauvegarder les intérêts de toutes ces multinationales, compagnies pétrolières et sociétés minières, la France n'hésite pas à déployer sur plusieurs pays africains des milliers de soldats dont la mission première consiste à protéger des dictateurs africains qui servent ses intérêts économiques. Certains pays africains possèdent des gisements miniers impressionnants, mais étrangement, les pays les plus riches, les pays africains surtout, les plus riches en gisements, sont répertoriés parmi les plus pauvres. Pourquoi donc? Car nos chères multinationales, les sociétés minières ainsi que les compagnies pétrolières européennes et américaines exploitent tous ces gisements, s'accaparant des bénéfices gigantesques. Et pour continuer ce pillage qui s'effectue sur l'échelle d'un continent, nos gouvernements achètent le silence des dictateurs africains en les nommant et en les arrosant financièrement parlant. Lorsque les peuples africains décident de se révolter contre cette injustice sociale, ils sont immédiatement réprimés dans le sang par leur gouvernement. Ici, par malheur, le régime en place est réellement menacé par la rébellion. Les autorités françaises s'empresseront d'envoyer leurs militaires dans le pays. Officiellement, ils nous diront que cette intervention militaire ne sert qu'à protéger la communauté française vivant dans le pays en question, mais officieusement, la France intervient pour mieux écraser la rébellion qui menaçait le régime mis en place par ses services secrets. Dans d'autres conditions, lorsque le dictateur africain décide de revenir sur les accords signés avec la France, en refusant de se soumettre à son dictat, celui-ci sera, comme ça a été dit dans les enregistrements, dans la compilation surtout, sera immédiatement renversé par un coup d'État fomenté, bien entendu, par nos chers services secrets. Ces interventions secrètes expliquent entre autres pourquoi les pays africains les plus riches en gisements miniers sont souvent confrontés à une recrudescence de conflits internes. Ça permet, entre autres, à certaines puissances européennes, dont la France, de maintenir un désordre qui réclamera toujours son intervention, son ingérence dans les affaires intérieures du dit pays africain. Ce pillage systématique des pays africains appauvrit complètement les peuples. Ne pouvant survivre, des milliers d'Africains quittent alors leur pays pour aller rechercher dans les pays européens de quoi vivre convenablement. Donc, à cause du pillage économique qu'elle fait en Afrique, la France encourage indirectement les mouvements migratoires qui viennent chercher leur dû en Europe. Nos médias qui nous expliquent que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde mettent en scène ce cliché d'un continent africain très pauvre et mourant. Et continuant leur montage, ils nous disent que les Africains ne survivraient que grâce à la charité occidentale. Et si l'Afrique était un continent très très riche, surtout en gisements miniers, avec mondialement 6 pays sur 10 qui seraient les plus riches dans le monde. Je parle de 6 pays africains. Ici, lorsqu'elle reçoit 100 milliards de dollars d'aide, il lui était pris plus de 500 milliards de dollars, et voire plus. Et si c'était bien l'Afrique qui était indirectement l'Occident et non l'inverse? Prenons l'exemple de l'argent fait sur le dos de l'Afrique par le franc CFA, un impôt colonial pour être plus précis. 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 85% de leurs réserves, vous avez bien entendu, à la Banque centrale de France, sous le contrôle du ministère des Finances français. Jusqu'à maintenant, en 2014, le Togo et environ 13 autres pays africains
devaient encore payer la dette coloniale en France. Les dirigeants africains qui refusaient étaient systématiquement tués ou victimes de coups d'État. Ceux qui obéissaient sont en général soutenus et récompensés par la France grâce à un style de vie assez confortable. Tandis que leur population, comme vous le savez, vivent dans une misère noire. Les pays africains doivent déposer leurs réserves monétaires nationales en France, à la Banque centrale. Vous avez bien entendu. La politique monétaire de la France, régissant un tel regroupement diversifié de pays africains, est simple, car il est géré par le Trésor français. Sans en référer aux autorités fiscales centrales comme les banques de la CEMAC et de l'UEMOA. Ce sont deux banques africaines. Selon les termes de l'accord qui avait été mis en place par la Banque centrale du CFA, chaque banque centrale de chaque pays africain est obligée de garder au moins 65% de ses réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français. Vous entendez, vous avez bien compris. En bref, plus de 80% des réserves de change de ces pays africains sont déposées dans les comptes d'opération contrôlés par le Trésor français, par la Banque centrale française. Les deux banques CFA sont africaines de nom, mais n'ont pas de politique monétaire propre. Vous l'aviez bien compris, je pense. Les pays eux-mêmes ne sont pas informés à hauteur de combien la réserve de change détenue par le Trésor français leur appartient en tant que groupe ou individuellement. Les gains de l'investissement de ces fonds du Trésor français sont censés être ajoutés à la réserve de change. Mais il n'y a pas de comptabilité transmise aux banques ou aux pays africains, ni les détails de ces modifications. Seul un petit groupe restreint de hauts fonctionnaires du Trésor français connaissent les montants figurant dans les comptes d'opération où ces fonds sont investis. S'il y a un bénéfice sur ces investissements, on le saura pratiquement pas. Ils ont interdiction de divulguer ces informations aux banques CFA ou aux banques centrales des États africains. En langage plus clair, la banque française reçoit des sommes faramineuses de ces pays africains. Elle garde cet argent mais ne dit rien sur les intérêts ou ce qui est fait avec cet argent. Il est estimé que la France gère à peu près 500 milliards d'argent africains dans sa trésorerie et ne fait rien pour mettre un peu de lumière sur ce côté sombre. Donc vous avez compris, l'Afrique, on lui prête 20 milliards pour l'aider, mais on lui a puisé déjà 500 milliards d'argent. Ces 500 milliards d'argent, c'est de l'argent africain, bien entendu. Cet argent dort dans la banque française, vous avez bien compris. On estimerait actuellement à 500 milliards d'euros le montant annuel de ces avoirs de réserve de change, qui viennent des pays africains et qui sont détenus par la banque française. Bien entendu, ces chiffres ne sont pas publiés dans les documents officiels, étant donné leur peu de conformité comptable. Vous aviez bien compris. Donc, on ne va pas trop divulguer ce genre d'informations. À rapprocher des 10 milliards d'euros d'aide française à toute l'Afrique, vous avez bien entendu, 10 milliards d'euros, nous prenons là déjà conscience de l'aberration entre les 10 milliards que la France envoie à l'Afrique pour l'aider et les 500 milliards que tous ces pays, du moins une partie de ces pays africains, déposent dans les coffres de la banque française. Ce sont 500 milliards. Donc, vous voyez, on leur prête 1 euro, puis on leur soutire 100 euros. Puis quand j'entends Macron nous dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, je lui dirais déjà qu'il faudrait qu'il restitue les 500 milliards d'euros qui appartiennent à ces peuples africains. Voilà, déjà, ça serait un peu plus honnête. Parce que là, vous voyez, j'ai illustré ma vidéo par cette image. À droite, vous avez l'argent, le franc CFA, et puis à gauche, vous avez Macron avec son petit clin d'œil là. L'Afrique est ainsi maintenue dans l'esclavage monétaire, puisqu'avec sa monnaie libre, elle deviendrait le premier continent riche du monde. Pendant près de 20 ans, les économistes avaient diagnostiqué une malédiction des matières premières, un paradoxe par lequel les nations africaines les plus riches en ressources minières naturelles souffrent souvent d'une grande pauvreté, d'une mauvaise gouvernance et de conflits. C'est un système de pillage très bien organisé par nos puissances occidentales. Bon, là, certaines personnes vont me poser cette question, mais comment est né ce franc CFA ou l'impôt colonial? C'est plus un impôt colonial. Le 25 décembre 1945, la France avait créé le franc CFA le jour où elle avait ratifié les accords de Bretton Woods, après
fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le franc CFA est utilisé aujourd'hui par 15 États, dont 8 en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 6 en Afrique centrale, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Et l'Union des Comores utilisant le franc comorien. Ces pays forment la zone PAZF, pays africain de la zone franc. C'est un peu le franc CFA. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, eux, sont regroupés au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qu'on appelle l'UEMOA, dont l'Institut d'émission est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les pays de l'Afrique centrale, eux, sont regroupés au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, dont l'Institut d'émission est la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Au total, cette monnaie du franc CFA est gérée par 3 banques centrales, BEAC, BCAO, BCC, Banque centrale des Comores, et qui dépendent toutes les 3 de la Banque de France. En langage plus clair, les actifs, une partie de l'argent de ces banques serait déposée à la Banque centrale française. Quand j'ai une partie, c'est 500 milliards. Donc, comme vous le voyez, la France peut très bien prêter 10 ou 20 milliards pour aider l'Afrique. Parce qu'en plus, les médias nous font montrer ce business. Ah oui, la France soutient certains pays africains. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. La France est en train de piller les richesses minières de certains de ces pays. Parce que l'intervention Mali, vous l'avez bien compris, c'était pour l'uranium. Oui, le djihadisme, c'est un prétexte. Sans contre-foot complètement en réalité. Quant au président, on nous dit oui, la France est intervenue sur demande de ce président. Déjà, qui a installé ce président? Parce qu'il n'a pas une grande légitimité en Mali, ce président. Mais bon. Ça, les médias ne vont pas nous en parler, puisque les médias d'aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est des organes de propagande au service des oligarchies maintenant. On n'a plus de médias. Donc je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire que j'en ai un peu marre d'entendre ces hommes politiques qui viennent nous dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ces hommes politiques savent très bien que les gens ne connaissent pas grand-chose de l'économie. Ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne connaissent pas grand-chose de ce franc CFA, ils ne connaissent pas grand-chose non plus de ce pillage systématique des richesses africaines. Donc c'est très facile de dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, tout en sachant que la France contribue au pillage de ces pays africains. Mais ça, comme vous le savez, en France, les gens ne veulent pas, du moins, ils ne le savent pas vraiment, parce que quand vous voyez le contenu de nos émissions télé et radio complètement infantilisantes, vous comprenez que l'oligarchie ne veut surtout pas que vous deveniez intelligent, que vous réfléchissiez un peu. Parce que si vous aviez compris ce qui se passait réellement, je pense que lorsque nos hommes politiques nous disent que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, là vous serez en face d'eux en leur disant qu'il faut tout de même arrêter le pillage de ces pays. Si vous ne voulez pas que des milliers et des milliers de migrants traversent l'Afrique pour venir vivre en France ou en Europe, arrêtez d'aller piller leur pays ou d'aller soutenir des dictateurs qui les massacrent. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.